Bonjour à tous. Je vois que le micro il fonctionne bien, donc c'est parfait. Aujourd'hui, avec Nathan, on va vous parler de comment reprendre le contrôle de vos données face aux géants américains. Donc un sujet en effet qui est assez captivant et qui est un peu dans les airs du temps. Et pour commencer, en fait, pour vous expliquer comment va se dérouler un peu la présentation, on va faire une petite métaphore au début. On va faire un exemple avec un de nos clients. Donc comment est-ce qu'on a répondu à sa problématique de souveraineté. Et après, on va comparer avec les géants américains face à notre solution qu'on a mis en place. Voilà. Donc commençons par la bière. On est dans le Nord, donc la bière, c'est quand même notre plat préféré. On s'est dit qu'on allait créer notre propre brasserie. Donc pour créer notre propre brasserie, c'est simple. On a pris des ingrédients, on a pris nos ingrédients, le malt, on a commencé à créer notre recette derrière, on a commencé à brasser notre bière locale et on a fait notre propre bière. Super, on était contents, on avait un contrôle de A à Z, c'était notre brasserie, donc notre matière première, notre outils, et on distribuait notre bière auprès de différentes personnes. Donc c'est génial, on était heureux, ça se passait super bien. Et là, j'ai un ami qui est arrivé et qui me dit « Jonathan, c'est bien, tu fais ta bière, elle est très bonne, c'est super et tout, mais tu sais que là, si tu la brasses là-bas aux États-Unis, ça te coûtera beaucoup moins cher. Ils font la même chose et en fait, ça te fera gagner du temps et de l'argent. » Je me suis dit « Ah, ça a l'air sympa ça. Pourquoi pas migrer en fait ma brasserie vers une brasserie externalisée. » Donc j'ai migré ma brasserie, ma bière, j'ai donné la recette à cette brasserie externalisée. Très bien, j'ai donné cette recette. Et elle a commencé à générer, à faire de ma bière. Donc vous voyez, parmi toutes les cuves, j'ai ma cuve à moi qui fait ma bière. Et j'étais content parce que ça m'a diminué mes coûts. J'ai pu avoir plus de temps pour faire d'autres choses à côté. Et jusque-là, c'était cool. Et un an après, je regarde ma facture, je dis c'est bizarre. Un truc que je comprends pas là. Le prix il a changé. Donc le prix change. Et donc j'appelle cette brasserie externalisée. Je dis oui, on peut modifier, vous avez signé un contrat, on peut modifier le prix comme on veut. Donc là je commence à comprendre en fait que je perds le contrôle en fait sur mon brassage. Et je remarque aussi que je perds le contrôle sur ma recette que je leur ai donnée. Parce que j'ai tout donné. J'ai donné ma recette, j'ai donné tout ce que j'avais, et j'ai tout donné. Et ça veut dire que j'ai perdu, et je me suis rendu compte là, que j'ai perdu le contrôle en fait de tout mon brassage, de tout mon savoir, et aussi de mon prix et de mon coût. Et si je vous parle de bière et de brasserie et de cet exemple, c'est une métaphore par rapport à ce qui se passe en fait avec les données, avec tout ce qui est en termes de data et de données. Donc, je ne sais pas, je vous reprends un autre exemple aussi, tout bête, que j'aime bien prendre. Je ne sais pas si ici dans la salle, est-ce qui utilise, levez la main, qui utilise Outlook ou Gmail? Voilà, bon, quasiment 100%. Outlook, Gmail, c'est des données qui sont, qui sont par Google et Microsoft, qui appartiennent à Google et Microsoft, donc des éditeurs, et en fait, c'est des éditeurs qui ont la capacité de récupérer, et qui le font, hein, bien sûr, qui récupèrent les données de Google, de vos emails et de ce que vous envoyez. Donc c'est exactement la même chose qui se passe avec cette brasserie. Ils récupèrent les informations. Et ça, c'est l'introduction qu'on va faire en tant que métaphore, et ce qui nous permet d'avoir en fait aussi l'introduction au Cloud Act. Donc le Cloud Act, c'est quoi? C'est en fait assez simple. C'est les Américains qui se disent c'est très bien, on veut héberger nos données en France. Donc tout le monde se dit j'héberge mes données, j'héberge ma brasserie, je la fais en France, même si elle est externalisée. Je me dis ma brasserie elle est externalisée, mais en France, donc mes données ils restent là. Mais en fait le Cloud Act il dit oui, elle est externalisée peut-être en France, mais c'est une entreprise américaine et j'ai le droit de récupérer quand même vos données là-dessus.
Donc il faut faire très attention, c'est pour ça qu'on parle de résidence versus souveraineté. La résidence, c'est que mes données sont peut-être en France, mais je ne suis pas souverain dessus, comme Gmail, Outlook, et mes données sont en France, et elles m'appartiennent. Donc la souveraineté, c'est l'appartenance. Donc en exemple, ce serait Proton hébergé sur du local. Je prends, et pour expliquer comment nous, on a été confrontés à ça, en fait, on a été confrontés à ça suite à un client qui est venu nous voir. Donc le client s'appelle Newcom. Newcom, qu'est-ce qu'ils font? C'est un petit client dans le Nord. Ils proposent des services de téléphonie et de réseau. Et en fait, par exemple, le service de téléphonie, quand vous appelez, par exemple, une pharmacie, vous allez avoir quelqu'un à l'accueil qui va vous répondre et qui va ensuite transférer à une autre personne. Donc ça, ce service de transférer à l'accueil et ensuite transférer à d'autres personnes, c'est un service, un éditeur derrière. Donc eux, ils proposent ce genre de service, donc ils proposent d'intégrer ce genre de solution. Donc ils ont des éditeurs aussi, des fournisseurs, qui vont implémenter ça chez des clients. Donc ils ont environ 70 clients, et ils utilisaient un fournisseur qui s'appelle 3CX. Voilà. Et ce 3CX, en fait, ils avaient un rapport. Donc un rapport analytique qui permettait d'analyser l'ensemble des appels téléphoniques et qui envoyait ça à chacun de leurs clients. Comme ça, les clients pouvaient voir et ainsi de suite. Donc si je reprends la métaphore, ils avaient une brasserie, les brasseries étaient externalisées, et les bières, en fait, la consommation de bière, d'analytique, était faite par les utilisateurs sur cet outil. Donc tout allait bien, mais vu que c'était externalisé, un jour, ce qui s'est passé, c'est que la brasserie, elle a fermé. Ça veut dire que, pour revenir dans ça, c'est bien la métaphore, hein, pour revenir sur notre éditeur, l'outil de reporting, ils l'ont fermé. Donc, Newcom, ils ont fait appel à nous et ils nous ont dit on aimerait bien revenir à quelque chose de local pour pouvoir proposer un outil auprès de l'ensemble de nos clients. Parce que l'éditeur il a fermé, mais nos clients ont toujours besoin de consommer de la donnée. Donc ils sont venus vers nous et ils nous ont demandé on aimerait bien mettre en place une brasserie locale, pour mélanger un métaphore brasserie et données, et ils nous ont donné quelques contraintes. Donc au niveau des contraintes, ils nous ont donné leurs recettes, bien sûr, comment il fallait faire, comment récupérer la donnée, comment la transformer, et ainsi de suite. Ils nous ont donné en fait un local. Ils nous ont dit on veut que ce soit hébergé chez nous, pour avoir vraiment cette souveraineté, que ce soit local. On veut un budget fixe et on veut que l'équipe technique ait son capacité à venir récupérer le savoir. Bien sûr, quand on présente ce projet-là, on se dit qu'on pourrait caler ça sur des technologies cloud qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire caler avec notre superviseur habituel chez Microsoft, faire nos flux sur Data Factory, faire tout ce qu'on sait faire d'habitude, sauf qu'on va à l'encontre un peu de leur équipe technique qui, elle, ne sait maîtriser que leur data center et elle ne touche pas au cloud. Et surtout, ils ont déjà un data center chez eux qui ne tourne pas sur les heures cloud, puisqu'en fait, c'est des appels téléphoniques, donc la nuit, c'est plutôt calme. Et en plus, on veut essayer de garder les recettes secrètes le plus possible. Donc le mieux, c'est qu'ils les gardent chez eux, comme ça, ils savent ce qui en sort et ce qui en rentre. Et ça permet de contrôler le budget, parce qu'ils payent déjà leur data center, donc ça ne va pas déborder. Donc voilà. Donc, voici ce qu'on a proposé à Newcom. On reste sur la métaphore. En haut, c'est la métaphore. En dessous, c'est la partie flux, données, ce qui a réellement été fait. Donc sur la métaphore, on est bien sur du champ, matière première. Voilà, on récupère la matière première, ce qui correspond pour nous à des données sources, des données brutes. On vient ensuite mettre ces données, cette matière première, on vient les entreposer à un endroit où il faut les stocker. Donc ça correspond, nous, à un data lake. C'est là où on va mettre les données brutes. On va les stocker de manière brute. Ensuite, on a notre maître brasseur qui va venir, qui va brasser la donnée. Ça, c'est toute la partie transformation. Donc, on va transformer ces données, on va transformer la bière pour qu'on ait une bière qui a du caractère et qu'on aime. Et on va stocker cette bière dans des flux, ce qui correspond à nous, à un data warehouse.
Donc c'est là où la donnée elle est préparée, prête à être utilisée et stockée. Et derrière, on va la distribuer. Donc on va consommer la bière. Et pour revenir à notre contexte, on va consommer la donnée. Donc on va utiliser en fait un outil de reporting pour consommer la donnée et pour que le client puisse voir. Je vais laisser la main à Nathan qui va nous expliquer plus en détail chaque étape, plus techniquement. Donc moi, je vais surtout vous présenter les technologies qu'on a mis chez eux, c'est-à-dire avec quoi on a conçu notre entrepôt, notre brassage et nos fûts, etc. Tous les outils qu'on a mis sur leur serveur et qu'ils opèrent eux-mêmes. Donc l'entrepôt, c'est là où on a stocké la donnée brute, où on historise toutes leurs sources directement, et on s'autorise le droit de dédupliquer et de le laisser dans leur entrepôt aussi. Et donc pour ça, on a besoin d'un interface générique avec lequel interagissent, faire sortir les caisses ou les faire rentrer. Et pour ça, c'est notre quai de chargement. Et pour ça, on est parti sur le protocole S3 qui est répandu, que tout le monde utilise. Mais bon, on ne pouvait pas prendre celui d'Amazon S3. Donc on est parti sur Minio. À l'époque, ça c'était milieu 2025. Mais si vous avez fait de l'auto-hébergement S3, vous savez que Minio, ils ont changé de licence fin d'année 2025. Donc pendant le développement du projet, en fait, on a dû migrer pendant le projet sur Garage, qui est une solution locale, qui est aussi du S3 et qui permet... Donc on a fait un benchmark en interne. Et en fait, on peut transvaser d'un outil à un autre tout simplement parce que c'est exactement la même interface. C'est les mêmes camions qui sont déchargés, chargés, c'est les mêmes types de caisses. Donc tout va bien, on peut translater d'un outil à un autre. Et donc nous, ce qu'on a mis chez le client, c'est Garage. Ensuite, dans l'entrepôt, on a aussi des sacs étiquetés, parce que le but, c'est que nos cartons, on sache ce qu'il y a dedans, qu'on puisse les prendre et qu'on puisse même deviner combien il reste dedans sans même l'ouvrir. Et donc pour ça, on les a étiquetés et on a choisi le format parquet, parce qu'en soi, c'est celui qui sortait de nos sources. Mais on peut imaginer mettre à peu près n'importe quoi tant qu'on sait l'opérer et travailler avec, c'est-à-dire les transporter et les faire rentrer. Le format parquet, il a l'avantage d'être compressé, c'est un format tabulaire. Et en plus, on peut wildcarder dessus, on peut faire du SQL, du pseudo-SQL par-dessus. Donc tout va bien, on peut l'opérer avec nos moteurs de calcul habituels. Et nous, on opère nos cartons avec un chariot élévateur, du coup. Et notre chariot élévateur, c'est DuckDB, c'est notre moteur de calcul. Donc avec ça, c'est-à-dire qu'on peut transporter nos cartons, les mélanger, et on peut imaginer même mettre plusieurs chariots élévateurs, puisqu'en fait, en soi, ils rentrent dans l'entrepôt, donc on peut les paralléliser. Attends, ce que je comprends, ok. DuckDB va permettre de faire des requêtes, le chariot élévateur correspond à cette requête. Par contre, si on a une énorme caisse, donc une très grosse requête, une volumétrie énorme, est-ce que DuckDB il va réussir aussi? En fait, si on a trop de chariots élévateurs et qu'ils commencent à se rouler dessus dans l'entrepôt, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend un énorme convoi automatisé qui transporte plus de 2 caisses. Et donc l'idée, ce serait d'avoir en parallèle, en image, des nodes de calcul dédiées. Donc on partirait par exemple sur du Spark, qu'on pourrait fixer en puissance de calcul, avoir une puissance de calcul statique et plus puissante. Ok, donc Spark permettrait de tenir en fait d'une certaine façon cette grosse requête, alors qu'en fait il y a moyen d'aller chercher des gros volumes, quoi. En tout cas, ça éviterait au chariot élévateur de se rouler dessus dans l'entrepôt. Ok. Donc après l'entrepôt, une fois qu'on sait interagir avec, qu'on sait y faire un peu ce qu'on veut, qu'on a tout étiqueté, après on peut enfin brasser notre bière. Et pour ça, nous on a choisi Airflow, tout simplement parce qu'Airflow c'est facile à mettre sur un serveur. Et on a un maître brasseur et Airflow, ce qu'il discute, il fait des DAG et il discute avec des workers qui font le travail à sa place. Soit il fait sa bière lui-même dans son petit fût à côté. Donc là c'est le cas par exemple s'il veut faire du SQL ou du Python rapidement. Ou bien il délègue ça à un worker qui a en fait un pod Kubernetes et ils font ça dans une cuve à part, segmentée par client ou par flux, en fonction ou groupée selon les besoins. Et donc tout ça c'est managé par Airflow. Et donc ces cuves elles sont managées par Kubernetes. Enfin nous on a choisi K3S qui est une solution allégée de Kubernetes. C'est la même chose en allégé avec un seul binaire qui nous suffit largement parce qu'on peut faire nos jobs, nos pods, nos cron jobs, nos déploiements, tout ce qu'on a l'habitude de faire avec Kubernetes avec le Vault intégré. Et tout ça, après, le but de tout ça, c'est évidemment d'avoir de la bière, et donc de la mettre dans des fûts. Et donc, à la fin, on a de la donnée préparée, prête à être bue. Il y a juste à tirer sur le robinet, et c'est bon pour nos distributeurs. Et donc, pour la bière stockée, évidemment, on va choisir l'outil le plus standard pour que tout le monde puisse la boire. Pour ça, on met une interface SQL. On prend la base open source la plus répandue, qui est Postgre, et on l'instancie chez eux. Et donc, on a une interface avec qui tout le monde peut boire. Ok. Donc là, on a vu tous les outils qu'on utilise à peu près, ça j'ai compris. Mais ce qui arrive souvent chez un client, c'est que, avec le temps aussi, c'est qu'il y a un outil qui va s'arrêter. Plus de maintenance, on l'a vu avec Minio,
On voit aussi, sinon, ils souhaitent migrer vers une nouvelle technologie ou vers quelque chose d'autre. Est-ce que cette technologie, est-ce que tous les choix qu'on a faits, est-ce qu'on peut facilement migrer? En fait, les choix qu'on a faits, c'est évidemment qu'on ait la main sur nos technologies, que l'idée, c'est qu'on s'appuie plutôt sur des standards et des protocoles, comme le S3, le SQL, le parquet, et que l'outil soit interchangeable par-dessus. L'idée, c'est qu'on ait la main sur les outils qui nous appartiennent vraiment et qu'on puisse en changer rapidement. Donc le S3, normalement, tout le monde à peu près bosse avec. Le SQL aussi, peut-être pas le Postgre, mais une version du SQL, tout le monde en fait. Le parquet, c'est un format de compression de fichiers, mais tout le monde fait du CSV ou du JSON, ça dépend vraiment de comment vous travaillez. En soi, tout le monde dans la salle, je pense, a au moins touché à 3 sur 4 des technologies qu'on voit là. Et tout le monde sait au moins les parler. Donc, on a des standards qui sont échangeables avec d'autres outils. Ok, super. Mais autre question. Tout à l'heure, on a parlé de grosses requêtes pour le chariot élévateur. Là, c'est bien, mais à un moment donné, le stockage. Là, je veux plutôt venir sur le stockage. Le stockage, à un moment donné, mon serveur, il est limité. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe en fait quand j'arrive à un stockage où je peux plus, ça déborde. Comment je peux faire? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le maître brasseur, lui, il instancie des workers qui font son travail à sa place. Donc, c'est notre Kubernetes qui instancie des pods. Et donc, on peut faire rentrer autant de cuves qu'il y a de la place dans notre entrepôt. Et il y en a de la place, ça dépend de l'installation qu'on a, de la taille de la VM, du serveur. Tout dépend de votre installation en soi. Et le jour où vous n'avez pas assez où vos cuves ne rentrent plus dans votre entrepôt, il suffit d'augmenter. Et donc, toute notre infrastructure est gelée avec Ansible pour être figée et qu'elle puisse être reproductible, c'est-à-dire qu'on peut répliquer à la fois la base, le S3, notre entrepôt, donc on peut avoir plus de cuves et avoir de la réplication de base, et donc plus de disponibilité. Ok. Tout est scalable. D'accord, donc c'est scalable. C'est-à-dire que là, si le Ansible va permettre en effet de dédupliquer l'ensemble de mes éléments, et avec du load balancing, hop, ça se replique. En plus, en fait, je gère mes performances comme ça. On va pouvoir balancer le stockage, et puis on va pouvoir aussi avoir plus de place pour nos cuves, donc plus de traitement. Super. Bon, là, on a vu l'intégralité de nos flux, comment on a mis en place, la partie technique. Maintenant, c'est bien aussi de voir les résultats de ce client. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu une synthèse. On aime bien faire cette synthèse via des chiffres. Donc ces chiffres, c'est quoi? Sur le client, en fait, vu qu'on a récupéré énormément de données téléphoniques, d'appels et ainsi de suite, on a récupéré 2 ans d'historique. Sur des ans d'historique, on a récupéré 43 millions de lignes, ça fait à peu près. Donc c'est quand même un bon volume, on va dire. Avec un flux qui tourne tous les jours, et qui traite 50 000 lignes par jour. Cette infradata intégrale, on l'a mis en place en 4 mois et demi. Alors 4 mois et demi, il faut faire attention. 4 mois et demi, ça veut dire avec des coupures, en attendant les clients, en attendant des réponses et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas compressé. C'est 4 mois et demi, un time to market, un time to prod, on l'a mis en 4 mois et demi. Et qu'est-ce que ça coûte en termes de licence pour l'utilisateur? Vu que c'est hébergé chez lui, ça coûte 0 €. Donc 0 €, alors il faut faire attention, hors coûts marginaux, parce qu'en effet, c'est hébergé chez lui, c'est-à-dire que lui, il paye l'électricité, il paye quelques services en effet. Donc ça, c'est compliqué à estimer, mais ça reste très minime. C'est-à-dire que toute cette infra a été mise en place, coûte 0 €, est performant, et on a un client aussi satisfait derrière. Par contre, maintenant, c'est bien de dire que c'est beau, waouh, c'est magnifique, ce qu'on a mis en place. Qu'est-ce qui se passerait si on mettrait la même chose face à des géants américains tels que Amazon, Microsoft, Google? Ça, vous les connaissez tous, et ils sont très connus. Donc on va essayer de mettre en place et d'essayer un peu comparer avec nos connaissances. Alors on n'a pas toutes les connaissances, on s'excuse, on va peut-être faire des petites bourdes. On a plus une connaissance Microsoft pour le coup, donc on va beaucoup se baser sur Microsoft, sur l'exemple, mais on va essayer aussi de parler un peu des autres, avec nos connaissances. Donc, à gauche, oui, notre solution face aux éditeurs américains. Donc le data lake, si vous vous souvenez, c'est l'entrepôt. Le data lake, sur du Google, on va être sur du Google Cloud Storage, c'est une sorte de blob storage. Sur AWS, S3 bien sûr, ça on ne va pas aller là en face. Et sur du Azure, il faut faire attention, on compare avec ce qui Microsoft Fabric. Microsoft Fabric, qui est la dernière solution qu'ils ont mis en place et qui permet de faire traiter la donnée. C'est un gros
une grosse solution qui regroupe beaucoup de choses, dont OneLake pour le stockage, c'est du blob aussi derrière, il faut savoir, hein, et qui regroupe aussi du warehouse et du Azure SQL Database et du Azure Synapse. Donc sur le warehouse, donc tout ce qui est requêtage, donc là on arrive sur les fûts. Donc si vous vous souvenez, le fût c'est la bière transformée. Donc c'est après la transformation, c'est là où on va requêter. Là nous on est sur du PostgreSQL. En face sur GCP on est sur le fameux BigQuery. Donc, Google BigQuery très utilisé. Redshift aussi sur Amazon, très connu. Et sur Azure on va être sur Fabric Warehouse face à face. Sur l'orchestration, on est sur du Airflow de notre côté. Sur Google, on sera sur du Cloud Composer, Dataflow, tout dépend quelle étape. AWS, on va être sur du MWA ou du Glue ou du Step Function. Et sur du Azure, on va être bien sûr sur du Data Factory. En termes de compute, pour les Américains, on sera sur du Spark. Alors c'est inné dedans, hein, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser Notebook sur lesquels on va exécuter les notebooks et derrière ce sera du Spark ou ça dépend des flux, ce sera surtout, voilà, ils sont tous derrière Spark alors que nous on sera plus sur, en fonction des besoins, on met du DuckDB ou si c'est vraiment très volumineux, on va mettre du Spark. On s'adapte en fait à la puissance. Et sur de l'open source, bien sûr, nous on est sur de l'Ansible, comme Nathan l'a expliqué tout à l'heure. Et côté américain, ils vont plus être sur du Terraform parce que c'est plus facile à gérer pour tout ce qui est gestion d'API. Voilà, donc voilà un peu la comparaison. On va se concentrer un peu sur la partie Microsoft. Microsoft, en fait, alors désolé, hein, je prêche aussi un peu Microsoft de temps en temps, c'est pas si mal. Microsoft, c'est quand même pour faire mettre en place quelque chose de simple, facile. Ils ont une technologie cloud qui s'appelle Fabric. Tout est intégré. C'est super simple à mettre en place. Donc c'est très simple. En termes de coût, là on a mis ce qui pourrait correspondre à ce qu'on utilise. Donc on est à peu près à entre 6 000 et 7 000 euros par an, ce qui reste très abordable pour un projet, une infradata, pour des sociétés. Et avec tout ça, en fait, on pourrait le mettre ça en place assez simplement. Donc avec les technologies bien sûr que vous voyez, avec tout ce qu'il faut, avec de l'alerting, avec du reporting, et ainsi de suite. Et l'avantage en effet du cloud du Microsoft, du Fabric par exemple, ou d'autres clouds, c'est, ça vous le savez tous, c'est que c'est du PaaS, donc c'est très facilement installable, on clique, tout est cloud, donc il n'y a rien à configurer, et c'est génial. Par contre, c'est bien, c'est génial, c'est super, le cloud, c'est super Microsoft, c'est super Amazon, c'est super Google. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière, en fait? Donc là, on a essayé d'aller un peu plus profondément avec nos connaissances, un sujet, et comparer un peu plus profondément, plus en détail, les comparaisons. Et en fait, nous, les licences, ce qui est bien, c'est que ça coûte 0 €. Alors certes, si on a des VM, ça va coûter au niveau des VM. L'avantage, c'est que le sujet sur lequel on a mis en place, on l'a mis chez un client, et donc ça coûte 0 €. Azure Fabric, ils ont un prix fixe, comme on l'a vu. Google, c'est à la requête, souvent à la requête, donc on a mis des coûts variables, c'est très compliqué à pouvoir estimer ce genre de sujet avec du Google. La prévisibilité des coûts va être un peu plus compliquée sur les éditeurs américains. L'avantage, c'est que si nous on le met en place en auto-hébergé, on maîtrise entièrement les coûts, vu qu'on met tout en place. Surtout ce qui est Fabric. Alors pour petite histoire, nous on l'avait mis en place chez un client au tout début, et ils n'avaient pas encore expliqué comment fonctionnait un peu le forfait Fabric, et on a très rapidement déchanté quand on a dépassé le seuil et qu'ils ont bloqué, ils ont arrêté tout. En fait, ils bloquent tout. Donc tous nos flux, tous nos reporting, toute l'analytique du client a été bloqué. Donc on a dû appeler Microsoft en urgence. Donc c'est assez opaque, c'est assez frustrant, c'est assez bloquant côté Fabric quand on arrive sur ces éléments-là. Et sur Google, c'est opaque aussi parce que c'est souvent à la requête. Et pour avoir beaucoup travaillé chez des gros clients que vous connaissez tous ici dans le Nord qui utilisent Google, on arrive souvent à... C'est pas cher au début et ça coûte des millions à la fin quand tout le monde tape dessus. Voilà. Time to prod, c'est là où nous on va prendre plus de temps, c'est normal, parce qu'on doit mettre en place l'infra, alors que sur les éditeurs, sur le cloud, ce sera all included. Sur la charge humaine, pareil, on va prendre plus de temps parce qu'il faut maintenir un peu plus, on a de l'infra. Sur les Azure Fabric, ça va prendre un peu moins de temps parce qu'il y aura un peu moins d'infra. Par contre, il y a des coûts un peu cachés, on va dire, sur la partie FinOps,
où on va avoir des personnes qui vont essayer d'analyser, de regarder le nombre de fois où je monitore la partie Azure Fabric, et même Google, c'est pareil. Alors, il faut monitorer. Donc, c'est d'autres personnes qui vont venir, c'est des FinOps qu'on va appeler, pour travailler là-dessus. En termes de souveraineté, et c'est là où on y vient, on est en totale souveraineté côté solution locale, parce que là, on en maîtrise tout, c'est en local, tout est sécurisé, il n'y a rien qui sort. Tout a été mis en place avec de l'open source, alors que bien sûr, sur les éditeurs américains, même si c'est hébergé chez nous, ils ont Cloud Act. Donc ils peuvent récupérer la donnée. Vendor lock-in, donc en termes de vendor lock-in, comme l'a dit Nathan tout à l'heure, on a les standards ouverts. Tout est ouvert, donc on peut changer de technologie. C'est hyper simple. Je prends l'exemple de quand on est passé de Minio à Garage, ça a duré une journée. Une migration d'un outil vers un autre, ça nous a pris qu'un jour. C'est hyper rapide. Donc voilà, alors que Azure Fabric, Google ou autres éditeurs, gros éditeurs, ils ont des formats propriétaires. Alors certes, il y a des API qui vont faciliter les choses, mais ça va quand même, ils ont quand même des formats propriétaires, donc ça va prendre du temps et ça a de l'argent. Et voilà, la reversibilité, c'est à peu près la même chose au niveau des API, de vendor lock-in. Donc là, si je résume un peu tout ce qu'on a vu, c'est que là, on vous a présenté en fait le cloud public des fournisseurs américains, donc AWS, Azure et GCP. Mais après, il y a les équivalents européens qu'on peut trouver. Donc si vous ne faites pas confiance souverainement aux éditeurs américains parce que ça ne se passe pas très bien là-bas, à ce qui paraît, en Europe, ça peut peut-être se passer mieux. Vous pouvez peut-être leur faire plus confiance. Et au moins, c'est sous juridiction européenne. Donc vous pouvez considérer qu'elles sont plus protégées. Donc pour ça, vous pouvez choisir du cloud privé, du Secnum Cloud. C'est des normes qui permettent de garantir que vos données ne craignent pas trop. Et sinon, si vraiment vous faites confiance à personne à part à vous-même et votre machine, si vous acceptez de lui faire confiance, vous pouvez héberger chez vous. C'est un peu les trois grandes options. Il y a plein de chemins entre les deux, mais globalement, si je résume, c'est ce qu'on peut voir. Bon, après là, on dit que c'est super, c'est génial, tout marche bien et que ça coûte rien, c'est fantastique. Mais en fait, au final, quand on fait ce genre de choses, déjà, il faut installer dans une infra existante. Donc, il faut marcher avec les équipes techniques sur place. Et il faut apprendre à installer les outils dans leur environnement réseau. Il faut tout configurer. C'est des outils, c'est fait, des fois, les outils, on sait les utiliser, mais pas forcément les installer, encore moins dans une infra qui n'est pas la nôtre. Donc tout ça, il faut l'apprendre, ça prend du temps. La maintenance, c'est pareil, il faut discuter avec les gens qui possèdent l'infra. Au moins sur le cloud, c'est standardisé, on a l'habitude de le voir, c'est toujours les mêmes problèmes, il y a plein de gens qui les rencontrent. Là, il se peut que vous soyez le seul à trouver un problème et que vous devez discuter avec des gens qui sont loin de vous et qui vous répondent, des équipes sur place, pour le régler. Donc la maintenance peut prendre plus de temps. Il y a aussi l'effet tunnel, c'est qu'une fois que vous avez tout installé et que tout est là, après, il faut que vous puissiez, comme vous avez tout installé, vous avez installé tous les engrenages et que tout est là, on a envie de tout polir et que tout marche bien. Donc on peut très bien se concentrer sur un engrenage qui voile un petit peu, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça ne sert à rien de s'enfermer et de s'enfermer quand on maîtrise tout. Là où le cloud, il abstrait tout ça, puisque c'est lui qui fait la machinerie, et ce n'est pas vous. Donc vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le besoin métier, et pas tout le temps toute la machinerie. Donc l'effet tunnel est un risque. Et donc si je devais résumer go, no go de façon résumée, je dirais que il faut y aller si vous avez de la donnée sensible, évidemment, parce que vous pouvez faire confiance à votre serveur plus que tout le reste. Si vous avez un volume stable aussi, l'idée c'est que vous n'avez pas de pic à absorber, vous savez que votre infra va tenir et que vous n'allez pas devoir acheter 3 serveurs dans 3 ans, c'est plutôt bien. Que vous avez un ops en interne pour opérer votre infra et vos technologies, puisque il faut les maintenir et il faut que quelqu'un soit conscient que ça prend du temps. Et souvent, le temps, on l'a pas, c'est au moment critique, parce que vous êtes responsable de votre serveur. Là où sur le cloud, vous n'êtes pas responsable de votre service, c'est à eux de le maintenir. Et aussi, le budget est contraint. Si vous avez un budget contraint, l'avantage, c'est que c'est extrêmement prévisible. Vous savez quand vous devez changer un disque dur ou racheter un serveur. Bon, sauf si votre data center prend feu, mais c'est un truc qui n'arrive pas très souvent. Ça peut arriver. Et sinon, il ne faut pas y aller si vous n'avez aucun ops. Si vous avez une charge variable, c'est-à-dire si vous avez vraiment beaucoup de charges d'un coup, l'avantage du cloud provider, c'est qu'il va avoir plein de serveurs pour absorber la charge, là où vous allez en avoir beaucoup moins, puisque vous n'avez que l'infra que vous possédez, ou les VM que vous avez achetés. Et si l'équipe est trop petite, ça ne sert à rien de perdre du temps aussi, parce que plus l'équipe est petite, plus vous allez risquer l'effet tunnel et les problèmes de maintenance quand ils vont tomber. Et si le volume est très faible, pourquoi s'embêter à faire une grosse machinerie pour un volume tout faible? Il faut bien dimensionner la solution au problème à chaque fois.
Et les alternatives, évidemment, on peut aller sur des clouds européens, comme je disais, qui vont poser les services comme des clouds américains, ou bien même louer les VM chez eux et pouvoir les scaler à la demande. Ou bien vous pouvez aussi faire de l'hybridation, c'est-à-dire si vous savez que votre donnée sensible, elle n'est que dans votre data lake, c'est-à-dire que c'est là qu'elle n'est pas offusquée, c'est là qu'on trouve les noms. Par exemple, pour nous, les appels, c'est les noms. On peut choisir de laisser la base où il y a de l'agrégation et de l'obfuscation sur les cloud providers américains. Et on se dit que de toute façon, la donnée n'a pas beaucoup de valeur tant que la vraie donnée sensible se trouve chez nous et pas chez eux. Donc tout va bien. On se considère qu'on est souverain. Et donc tout ce qu'on voulait vous transmettre en faisant cette conférence, c'est que l'idée que le cloud privé, c'est pas une utopie. Vous pouvez le faire chez vous sur un cloud provider privé et ça marche. Vous pouvez le faire avec les technologies qu'on a actuellement. Et que la souveraineté, c'est surtout une question d'architecture et de design. C'est pas forcément lié à un fournisseur, puisque les fournisseurs en soi, ils sont interchangeables, ils ont tous leur. On peut faire quelque chose avec un fournisseur qui est souverain, mais c'est plutôt la façon dont on va penser de l'ensemble de l'architecture et de la solution qui va la rendre souveraine, qui va faire qu'elle vous appartient, à qui vous allez faire confiance quand vous allez la concevoir. Et l'écosystème, il existe et tout est local. Vous pouvez parler à des gens qui utilisent Postgre et même des fois des committeurs pas très loin de chez vous. Et par exemple, pour Garage, nous, on a pu discuter avec des gens qui l'ont développé assez facilement, et, alors que Minio étant californien, c'était déjà plus compliqué. Donc on gagne à travailler local et avec des technologies très répandues. Maintenant qu'on vous a donné un peu voilà, tous les éléments, les avantages, les inconvénients, les alternatives, on ne dit pas qu'en effet, il ne faut pas aller vers l'américain, comme on l'a expliqué, comme Nathan l'a expliqué. Là, ce qu'on voulait dire, on dit à qui je donne les clés, c'est on vous donne un peu les clés. L'objectif, c'est un peu de donner notre savoir pour dire maintenant que vous avez cette connaissance-là, c'est votre choix. Donc, on vous donne les clés pour vous dire c'est votre choix. Vous avez le choix demain, si vous mettez en une infra data chez vous, de partir sur du cloud américain. Vous savez ce qu'il en résulte, bien sûr, ou de partir sur du local avec une équipe technique locale. Et comme Nathan l'a si bien expliqué, c'est pas aussi compliqué que ça l'était il y a 10 ans, 15 ans. C'est beaucoup plus simple de le mettre en place aujourd'hui, du cloud privé sur de l'open source, et c'est très puissant. Voilà. On vous remercie. On voudrait juste très rapidement se présenter parce qu'on ne s'est pas présenté en effet. On attend la fin toujours pour se présenter, on trouve ça mieux. Donc présenter très rapidement qui on est avant bien sûr de passer aux questions. Donc Nathan, vas-y. Moi c'est Nathan et je dirais que je suis MLOps, mais je développe des flux, je mets en place des plateformes data chez des clients pour structurer la donnée et la stocker où ils veulent la stocker, à qui ils font confiance. Voilà. Et moi, c'est Jonathan, donc moi je suis fondateur de Dataki, une toute petite société, en effet basée à Tourcoing, comme on nous l'a présenté au début. Je suis data architecte, je fais de la gouvernance, je fais de la stratégie pour des grosses boîtes, pour des petites boîtes. Je suis développeur aussi de temps en temps, côté data, bien sûr, et j'accompagne les personnes sur différents sujets autour de la data, très 360, bien sûr. Et on est une petite société avec une dizaine de personnes basées à Lille, à Tourcoing, pardon. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute.